J'avais longtemps hésité à faire une vidéo avec le piano, notamment parce que je n'arrive pas vraiment à trouver un bon angle de caméra, mais aussi parce que j'ai pas un bon son pour l'instant. Et je croyais que ça allait se résoudre, mais ça prend plus de temps que prévu. Donc je me suis dit, bah au pire, je commence déjà, et au pire, je referai des vidéos avec un meilleur son quand j'aurai un meilleur son. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec des inventions à deux voix et une sonate de Haydn. Pourquoi? Pour un peu expliquer qu'est-ce que l'écriture horizontale et qu'est-ce que l'écriture verticale. Je ne vais pas aller trop dans les détails non plus, hein, mais juste pour qu'on comprenne que les compositeurs, et c'est toujours comme ça qu'un interprète ou que même quelqu'un qui essaye d'apprendre un morceau doit se mettre, en tout cas dans cette philosophie-là, comment fonctionne le compositeur. Et le compositeur, il a deux options. Ces deux options, elles s'entrechoquent tout le temps. Et on va le voir au fur et à mesure. Donc là, j'ai préparé, je vais faire 8 premières mesures, la première phrase d'une sonate de Haydn qui est en fait un divertimento, et 4 premières mesures d'une invention à deux voix de Bach. J'ai pris les partitions pour être sûr, mais bon, normalement je le connais par cœur. Mais quand on regarde par exemple le divertimento que je mettrai en lien plus bas dans la vidéo, quand on regarde le divertimento, ce qui moi me saute aux yeux immédiatement, c'est cette main gauche. Cette main gauche, elle est banale d'une certaine manière, en tout cas pour les 5 premières mesures. Pendant les 5 premières mesures, on voit que c'est le même motif en double croche qui se répète, juste avec des petites variations. Après, il fait quelque chose de plus complexe, mais on va surtout s'attarder là-dessus. Donc si je joue les 8 premières mesures, ça donne ceci. Voilà, ça c'est une phrase très classique, parce que déjà, le chiffre 8 fait tout. Et rien que le fait que je dise 8, vous comprenez que je ne suis pas belge, que je ne suis pas français. Bref, qu'est-ce que je vois moi? Un pianiste dirait juste, ah oui, là c'est Do, Sol, Mi, Sol et il fait x4. Moi, immédiatement quand je vois ça, je me dis, c'est l'accord de Do majeur. La deuxième mesure, ah, c'est l'accord de Fa majeur. Et c'est ça que j'appelle l'écriture verticale. C'est-à-dire que le compositeur, quand il a écrit, il n'a pas pensé, oh, Do, Sol, Mi, Sol, c'est très chantable et très beau d'une certaine manière. Non, il s'est juste dit, c'est très fonctionnel. La musique de Haydn et Mozart a encore beaucoup ce côté fonctionnel. Plus tard, ça va commencer à disparaître, mais chez eux, il y a vraiment cette idée de fonction qui est très importante. Et donc, du coup, si on plaque toutes les notes de la main gauche et qu'on plaque toutes les notes de la main droite, de la première mesure, c'est toutes les mêmes notes. Et une fois qu'on commence à faire ce lien-là, c'est pour ça que je prends vraiment un exemple très simple, hein, c'est peut-être l'œuvre la plus claire, c'est d'ailleurs celle que j'utilise très souvent dans mon enseignement à mes élèves pour expliquer tout ce langage. C'est tellement clair qu'il ne faut plus réfléchir. On ne peut plus faire de fausses notes en fait. Il n'y a que ces notes-là. Deuxième mesure, c'est les mêmes notes aussi. Do, fa, la, do, fa, la, do. C'est juste qu'elles sont éparpillées différemment. Et après, on revient à la première en fait. La troisième mesure, c'est la même que la première. On pourrait dire qu'Haydn est feignant, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ensuite, il va faire le cinquième degré, mais ça, pour les degrés, je fais une vidéo à part, avant de revenir de nouveau sur ce qu'on a vu au début. Le mi qu'on voit aussi bien en haut qu'en bas. Donc vous voyez, en fait, les deux mains ont des liens. Et cette écriture peut facilement être plaquée, facilement être vue verticalement. Maintenant, on va voir, oui. Maintenant, on va voir le contre-courant, et ça, c'est surtout les musiques chantables, les musiques très chantées. C'est une invention à deux voix. Ici, je schématise évidemment à fond, si vous voulez en savoir plus. Euh, je donne des cours. Donc, ici, on va voir les 4 premières mesures, en tout cas, d'une invention à deux voix. C'est aussi le plus simple du contrepoint possible. Donc, les deux voix, vu que c'est une invention à deux voix, il n'y a que deux voix qui chantent en fait en même temps. La différence avec Haydn, c'est que ici, si je jouais la mélodie de la main droite ou la mélodie de la main gauche toute seule, c'est parfaitement chantable et c'est pas horrible. Chez Haydn, je redis, hein, la main gauche, personne ne va chanter ça. Personne ne va s'amuser à faire do, sol, mi, sol, do, sol, mi, sol, et dire oh, c'est du génie, c'est une voix brillante, quelle conduction quelle conduite de voix impressionnante. Non. Alors que chez Bach,
Évidemment que oui. Voilà. Donc si là je prends les voix séparément, c'est très chantable, c'est même beau à chanter. Do, ré, mi, fa, ré, mi, do, sol, do, si, do, ré. Je chante pas très bien. La main gauche, c'est pareil. D'ailleurs, elle va répéter, elle va être un peu en forme de canon. C'est juste qu'elle ne finit pas de la même manière. Bien. Qu'est-ce que ça change en fait? Ça, c'est la question que parfois mes élèves me posent et je suis très heureux quand ils me la posent parce que ça veut dire que j'ai éveillé la bonne curiosité. Qu'est-ce que ça change? Prenons pour ça l'invention à deux voix, la troisième ligne, la deuxième ligne, la troisième mesure, pardon. Si on prend la troisième mesure, on voit que c'est que des croches. Magnifique. C'est pas non plus d'une créativité invraisemblable. Un bac a fait bien plus complexe que ça et bien plus beau que cette invention à deux voix. Vraiment, n'importe quoi. Les suites anglaises, les partitas sont bien plus inspirantes, mais ça, c'est un très bon outil pédagogique, en tout cas, pour comprendre la polyphonie à son niveau le plus rudimentaire. Donc, qu'est-ce que ça fait? Quand mes élèves me demandent ça, je suis très heureux. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes ces notes doivent être pensées comme chantées. Elles doivent toutes avoir une direction propre. Chez Haydn, le premier exemple que j'ai donné, ce n'est pas le cas. Le Do, Sol, Mi, Sol, moi j'aime même parler, plus qu'un accompagnement, c'est une fioriture. Ça ne fait que décorer ce qu'on veut entendre. Et ce qu'on veut entendre, c'est la mélodie. Donc c'est les notes du. Chez Bach, tout est possible, tant que c'est réfléchi à l'avance. C'est-à-dire que si à un moment vous vous dites ah mais moi j'ai envie d'entendre plus le, c'est justifiable, vraiment, et c'est ça qui m'embête un peu parfois avec les dogmatiques, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je ne sais pas ce que Bach pensait. Donc dites-vous plutôt, tiens, il y a cet élément. Est-ce que j'ai plutôt envie d'entendre ces doubles croches qui font des vagues en séquence en haut à la main droite, ou est-ce que j'ai plutôt envie d'entendre la main gauche qui va plus loin? Ça, c'est à vous de voir. Et en fait, être capable de chanter les deux, c'est ça la vraie victoire chez Bach. Chez Haydn, ça n'a aucun sens. Et c'est ça la grosse différence entre les deux. Par contre, et je l'avais dit, les deux se combinent quand même. Parce que chez Bach, je pourrais quand même malgré tout dire ah ben oui, mais là, ça ressemble à un cinquième degré. Ça ressemble à un premier degré. Donc, il n'écrit pas non plus purement horizontalement. Il y a quand même une logique verticale. Et c'est là que parfois, surtout au début, les élèves sont un peu perdus. Mais au fur et à mesure que je vois des œuvres avec mes élèves, ils commencent à comprendre que, mais oui, oui, en fait, il y a une logique verticale et horizontale. Chez certains, l'horizontal prime, chez d'autres, c'est le vertical qui prime. Et surtout, à certains moments, le vertical prime, à certains moments, l'horizontal prime. Et c'est ça qui est, selon moi, le plus important. Si tout ce que je viens de vous dire vous parle, j'ai mis en description un petit livre que j'ai écrit qui est un peu le fruit de mes pensées philosophiques. Comme vous avez pu le constater au fur et à mesure de cette chaîne, ça parle beaucoup du piano plus que de faire du piano, mais ça va un peu changer maintenant. Mais j'ai écrit un petit livre qui parle pas mal de ça, mais qui parle aussi de ce que je viens de parler, et qui est vraiment le fruit de mes 13 ans d'enseignement. Et ça m'a pris du coup du temps, et surtout je l'ai beaucoup recommencer, recommencer, réannoter, un peu ajuster vis-à-vis de nouvelles choses que je découvrais ou qui me semblaient plus justes d'aborder. Et donc c'est vraiment un long travail que j'ai en fait à la base fait vraiment pour moi en tant que juste professeur, pour un peu me stimuler moi-même, à me dire mais oui, j'enseigne ceci, j'enseigne cela. Mais en fait je me suis dit bah oui, mais pourquoi pas le rendre public. Du coup, vu que c'est quand même le fruit d'un assez dur labeur, je l'ai quand même
c'est payant, c'est pas gratuit, mais enfin dur labeur, un long labeur en tout cas, et d'un vrai travail sérieux. J'espère que ça se voit en le lisant. De ce que j'ai eu comme retour, ça se voit, donc ça me fait déjà plaisir. Et, et oui, et si ça vous intéresse d'aller plus loin, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas aussi même à me suggérer, ah mais j'aimerais bien que tu me parles de ça parce que c'est pas très clair, ou donne-moi un exemple de ceci. Aucun souci, hein. Vraiment, j'ai une bibliothèque bien assez remplie de partitions que pour faire des exemples de tout et n'importe quoi. Et j'aime à penser que j'ai assez d'expérience que pour pouvoir parler d'à peu près tout. À peu près tout. Sauf peut-être le dodécaphonisme, même si c'est pas le plus complexe à aborder non plus. Ouais, la musique contemporaine, j'aurais peut-être un peu plus de mal parce que les compositeurs sont un peu trop partis dans tous les sens. Mais n'hésitez pas. Ou même, je peux vous suggérer d'autres choses sans aucun souci. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été un peu utile pour mieux guider et mieux orienter votre œil. En fait, c'est un peu ça que ça fait aussi. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.